Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de ma chaîne Canal Jacques. Donc ceci est la troisième causerie de ma chaîne et je suis très heureuse d'être en compagnie aujourd'hui de Alain. Bonjour Alain. Bonjour, ça va? Ça va. Donc aujourd'hui nous nous trouvons avec une personne, ce qu'on appelle une personne âgée, puisque Alain a l'âge respectable de 72 ans. 72. Voilà. Et il a accepté de faire ce témoignage devant la caméra parce que je pense que il a une belle expérience de vie et que beaucoup de ce qu'il va vous dire sur cette expérience de vie, sur son analyse de la situation en France aujourd'hui, ça peut être un témoignage intéressant pour les jeunes, voilà, pour la jeune génération. Et Alain avait envie, tout de suite lorsque je lui ai proposé, il avait envie de faire ce passage de témoin, si vous voulez. Alors, avant de voir le générique et que je vous explique quelles seront les thématiques que nous allons aborder, eh bien Alain, est-ce que tu veux juste te présenter rapidement pour les personnes qui te découvrent? Je m'appelle Alain, bon, comme tu l'as dit, j'ai 72 ans. J'ai toujours vécu, je suis né à Reims, j'ai toujours vécu dans la région, donc maintenant je suis sur Courmontreuil, et voilà. Et donc, nous nous trouvons chez lui, et les 5 thématiques, un peu comme dans la causerie avec Julie, que j'espère vous avez déjà regardé, donc nous avons pensé à 5 thématiques que je vais vous présenter juste après le générique. Donc, dans cette maison où tu nous reçois, où nous voyons derrière toi un beau, un pendule, Pontoise. une comptoise, d'accord. Donc il y a une comptoise, il y a des tableaux autour de toi au mur, et puis il y a une statue, et voilà. Donc c'est dans cet environnement que je vais te poser la première thématique, la première question. Alors déjà, à quelle classe sociale penses-tu appartenir? À la classe populaire, j'ai toujours été dans le monde ouvrier, donc je ne pense pas que je suis dans la classe supérieure. Et pour toi, justement, est-ce que c'est important ou pas important de faire des différences de classe entre les gens? Tout à fait, parce que bon, il y a toujours un système de revenus, tout ça qui est différent, des avantages à certaines personnes, que nous, en classe populaire, on n'a pas toujours. On n'a pas toujours les mêmes acquis et tout. D'accord, donc comment dire, tu sais que c'est une réalité dans la société, ce système de classe. Et c'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire, ok. Et donc tu nous parleras justement, quand on évoquera le mouvement des Gilets jaunes, tu nous diras pourquoi tu es rentré dans ce mouvement. Et ça a un rapport avec les classes sociales et les différences entre les classes sociales. Alors, concernant donc ta vie professionnelle, peux-tu nous expliquer simplement donc quelle a été ta formation professionnelle et ensuite nous parler de ton expérience professionnelle pendant quelques dizaines d'années? J'ai passé un CAP de plomberie chauffagiste dans un collège d'enseignement, comme on appelle ça. Collège d'enseignement professionnel ou Voilà, c'est technique? ça, collège d'enseignement professionnel, avenue d'Isère à Reims. Et donc, ensuite, j'ai obtenu mes CAP et voilà, Donc quel âge tu avais quand tu as obtenu le CAP? 17 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Tout de suite après, bon, alors, on a eu un travail parce qu'il faut chercher du travail. Je suis parti en entreprise privée. J'ai travaillé 1 an et demi. Et donc on faisait du travail à tâche. Moi j'étais contre le travail à tâche parce que bon c'était du rendement, du rendement, du rendement et ça rapportait beaucoup d'argent au patron et nous on était payés au rendement. Si on ne faisait pas notre tâche, on était payé moins. Alors est-ce que tu peux expliquer justement, parce que quand tu m'as parlé d'être payé à la tâche, donc je crois que c'est ce qu'on appelle tâcheron, être tâcheron, c'est ça? Mhm. Et donc est-ce que tu peux expliquer pour les personnes aujourd'hui qui ne connaissent plus en général ce genre de rémunération, tu peux expliquer exactement ce que ça représente d'être payé à la tâche et de faire des tâches dans une journée? C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, on faisait une maison, on faisait la plomberie dans une maison, on avait tant de temps pour faire la maison, pour terminer la plomberie, aussitôt on rattaquait une autre maison. C'est ce qu'on appelle le travail à tâche, c'était du travail en série, quoi. Donc c'était possible que dans une journée, par exemple, tu ailles sur 2 chantiers de maison. Oui, c'était possible, C'était mais possible. la plupart du temps, on travaillait en lotissement. Et donc, c'était vraiment du travail à tâche. Évidemment, plus on faisait de travail, plus on faisait de logement, plus on gagnait, quoi.
Moi, j'étais contre ce principe-là parce que c'est l'esclavage. Est-ce que ça veut dire que les ouvriers autour de toi qui donc travaillaient de cette façon, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des différences dans la durée du travail? C'est-à-dire des personnes qui voulaient par exemple gagner plus d'argent en, en faisant une tâche après l'autre, est-ce qu'elles pouvaient travailler 8, 9, 10 heures par jour? Est-ce que ça c'était possible? C'était régulier, même qui travaillaient même les dimanches pour avoir un peu plus d'argent. D'accord. Donc il y avait des gens qui pouvaient travailler. Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient travailler 7 jours sur 7? Pratiquement, oui. Et ça, c'était dans quelles années à peu près? 60, 70 Dans les années 67, 67, 68. Ça durait bien plus longtemps, mais enfin bon, après ça a été... C'était un peu supprimé parce que c'était vraiment très très dur, très pénible. Et toi, donc tu avais 17 ans quand tu es rentré dans cette entreprise. Est-ce que tout de suite, tu t'es dit ah mais non, moi je veux pas travailler comme un esclave comme ça? Ou est-ce que c'est, au bout d'un certain temps, tu t'es aperçu que c'était vraiment trop pénible? Non, mais il y avait surtout au niveau de la qualité de travail, c'était pas la même, puisqu'on était obligé de faire la même tâche plus rapidement. Donc on n'avait pas la même finition, la même qualité de travail, lorsqu'on le faisait tranquillement à l'heure. D'accord. Et ça, tu te dis tout de suite, moi je veux bien faire mon travail et donc... Tout à fait. D'accord. Est-ce que, euh, est-ce que tu avais donc 17 ans, tu étais tout jeune, est-ce que tu as dit au patron que tu ne voudrais pas travailler comme ça? Comment ça s'est passé? Non, j'en ai pas parlé au patron, mais enfin bon, au bout d'un certain temps, au bout d'un an et demi, le patron m'a licencié, puisque automatiquement je ne rapportais pas assez. Donc le patron l'a mis au prud'homme, et suite à ça, on a eu un accord à l'amiable, comme quoi bon, il m'a versé des indemnités, mais bon, c'était pas énorme, mais c'était toujours ça gagné contre lui. D'accord. Quand tu dis on l'a mis au prud'homme, donc ça veut dire que dans ce combat, dans cette lutte, tu étais tout seul ou tu étais aidé par des personnes? J'ai été aidé par un syndicat. D'accord. Et donc tu t'es aperçu assez jeune que premièrement, il fallait se défendre contre un licenciement abusif et que deuxièmement, à l'époque, tu pouvais obtenir de l'aide rapidement d'un syndicat. Oui, j'ai toujours connu, mes parents ont été un petit peu dans le syndicat, donc ça a aidé énormément, puisqu'on a pu avoir des relations comme quoi que voilà, on pouvait mettre le patron au prud'homme. Oui, donc c'est-à-dire que comme tes parents connaissaient déjà les syndicats, tu avais des connaissances, tu savais ce qu'il fallait faire si jamais tu étais embêté. Ok. Et donc, tu es licencié, avec l'aide d'un syndicat, tu mets le patron au prud'homme et tu obtiens un arrangement à l'amiable. Et professionnellement, donc, comment tu rebondis? Qu'est-ce qui arrive après? Mais après, je travaillais un mois dans une entreprise en plein hiver. Et donc, suite à ça, c'était au mois de décembre, suite à ça, j'avais fait une demande pour travailler, pour rentrer à EDF-GDF en plomberie. Donc, le 2 janvier 68, je suis rentré à EDF-GDF. À l'époque, c'était quel type de contrat que tu signais? C'était pas vraiment un contrat, c'était comment expliquer ça, c'est pas facile d'expliquer. Hein. C'est complexe parce que c'était pas un contrat, on signait, on était engagé, on faisait un an de stagiaire, Ouais. et ensuite on était engagé en tant que titulaire. D'accord. Un an de stage en tant que stagiaire et après titularisé. Et donc, tu as été titularisé. Tout à fait. Et après? Et après, j'ai continué dans mon travail. Donc on a eu la fameuse année de 68, le mois de mai 68. Donc on a fait une bonne grève. On a réussi à obtenir, à prolonger nos gains, nos acquis. On a réussi à prolonger nos acquis, tout ce qui était déjà acquis, à défendre. On a réussi à faire reculer le gouvernement sur certains points. Nos acquis sociaux, nos défenses de nos activités sociales. Et tout ce qui était avec, quoi. Quelques augmentations de salaire. On a réussi à obtenir à garantir les acquis qu'on avait au niveau des comités d'entreprise, tout ça, CHSCT, tout ça. Donc on a réussi quand même tout ça à garder tout ça. Et donc, tu es resté chez EDF. C'était EDF-GDF, c'était les deux ensemble. Donc, tu es resté combien d'années à peu près? 32 ans. 32 ans. Alors, quelle a été
ton parcours dans cette entreprise, qui était publique à l'époque, donc tu avais quel statut, quelle mission, et est-ce que tu as eu une promotion pendant ces 32 ans? Oui, j'ai quand même eu des promotions, oui, quand même. Parce qu'on démarrait de très très bas avec un salaire vraiment minimum. Je ne sais plus, c'était dans les 600 francs, anciens francs. Mais bon, exactement, je ne peux pas dire exactement les sommes. Mais bon, au fur et à mesure, on avait une évolution de carrière environ tous les 3 ans. Ils voyaient nos conditions, comment c'est qu'on travaillait, et ainsi de suite. On avait quelques promotions. Mhm. Et ton statut, c'était dans EDF, c'était ouvrier, ouvrier qualifié Ouais, j'ai commencé par ouvrier, après j'ai terminé par ouvrier qualifié. D'accord. Et est-ce que tu me disais justement que comme tu étais devenu un très bon ouvrier qualifié, tu pouvais même former d'autres personnes? Oui, on arrivait à former, bon, c'était des jeunes embauchés, aussi bien cadres que ouvriers. Donc on les formait sur le terrain et ainsi de suite pour vraiment leur montrer le travail et ce que c'était. Mais bon, quand on était en contact avec ces gens-là, eux, généralement ils sortaient des écoles, qu'on avait des écoles chez nous maintenant qui est pratiquement disparu. Et au niveau des écoles, on leur précisait bien comme quoi, enfin préciser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on leur disait comme quoi qu'il fallait éviter de trop toucher au syndicat parce que leur déroulement de carrière risquait d'être compromis. Et ça, tu le sais parce que justement, des gens te le disaient. Ben, on tombait sur des jeunes ouvriers qui nous précisaient qu'en salle de cours, on leur recommandait d'éviter de se syndiquer. D'accord. Pour toi, pendant ces trois décennies de travail, 3 ou 4 décennies de travail, pour toi, qu'est-ce qu'a représenté le syndicalisme? Ben, déjà, notre défense, défendre les ouvriers. Lorsqu'il y avait un problème, on se réunissait tous, on allait voir les dirigeants, enfin les patrons, les directeurs, et on expliquait la situation pour éviter que le collègue soit sanctionné ou quelque chose comme ça. Ça pouvait arriver de faire une petite faute, mais bon, tout de suite, c'était la sanction, ça a toujours été un peu existé, mais enfin, Est-ce que par exemple, tu peux nous donner un exemple de sanction dont tu as eu connaissance dans cette période-là? pour un petit truc, bon, ben, on était appelé chez les directeurs ou les directeurs adjoints, puis bon, si par exemple on avait un petit manque sur un travail, c'était pas bien méchant, mais enfin bon, on nous rappelait à l'ordre comme quoi que la fois d'après, ça pouvait quand même monter un peu, quoi. Et est-ce que pendant ces années-là, est-ce que tu constatais qu'il y avait des ouvriers ou des ouvriers qualifiés ou même, je ne sais pas si ça existait, les contremaîtres à cette époque, Mais ça les existait? contremaîtres, Oui. ça existait. Voilà. Est-ce que tu constatais qu'il y avait une certaine forme un petit peu de peur euh, ou est-ce que ça n'existait pas? Non, enfin, généralement, entre nous, au niveau qu'on travaillait, entre les contremaîtres et nous, il y avait toujours une très bonne entente. Si on avait un problème, généralement, les contremaîtres, ils étaient là pour nous aider, pour nous défendre. C'est plus le cas maintenant, mais enfin, en question de ça, on était vraiment très 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 bien. Pourquoi, par exemple, toi, tu n'as jamais eu envie de passer contremaître? Ben, j'ai essayé dans mon déroulement de carrière, mais bon, les choix se reportaient sur un autre concurrent, enfin sur un autre agent Ouais, qui était, disons, entre guillemets, pistonné, quoi. d'accord. Ça veut dire que tu as essayé qu'une fois ou tu as essayé Non, j'ai plusieurs fait fois? plusieurs fois, hein. Et à chaque fois, ça a été comme ça? Ça a été des gens que tu pensais être plutôt pistonnés qui sont passés contremaître plutôt que toi? Si une fois j'avais postulé pour un poste, mais bon, comme j'étais proche de la retraite, donc il y avait un jeune qui était là. Sinon j'aurais été pris. Il y avait un jeune qui était derrière moi, bon, il avait sa carrière à faire. J'ai carrément dit lors de l'entrevue, comme quoi que bon, je préférais que ce soit lui qui ait le poste que moi. D'accord, ouais, tu t'es, entre guillemets, sacrifié pour sa jeune carrière, quoi. Sacrifié, non, mais enfin bon, j'avais quand même déjà pas mal d'années derrière moi de maison. Alors, autant faire évoluer les jeunes. Ok, alors, est-ce que tu peux nous raconter une expérience de victoire syndicale que tu as vécue? Eh bien, une fois, on a fait une grève puisque les directions nationales voulaient que l'on supprime beaucoup d'agences dans les petites communes. Donc, on s'est battu pour la commune de Fismes puisqu'ils avaient prévu sa dissolution. Donc, on serait rattaché sur Reims. Ils auraient été rattachés sur Reims. Donc, on a été se battre là-bas.
On a fait des distributions de tracts sur les marchés. Ensuite, on a fait un piquet de grève au niveau de la direction, enfin la direction régionale, pour défendre, pour arrêter qu'il y ait la suppression de cette agence. On a même été aidé par le maire de Fismes qui est venu nous soutenir. Et donc, suite à ça, on a occupé pratiquement pendant un mois les locaux. On n'empêchait pas les gens de travailler, surtout pas. Et en plus, la direction a fait venir un huissier, il a voulu demander tous nos noms, il a voulu qu'on décline nos identités, donc on a tous refusé de décliner notre identité. Et c'est le patron, le directeur, qui a décliné notre identité. Et donc le résultat de ces... Le résultat, donc, l'agence n'a pas été supprimée dans l'immédiat, mais enfin, ils ont réussi quand même par d'autres moyens à supprimer cette agence. Est-ce que tu peux expliquer quel était le bénéfice pour les habitants d'avoir une agence donc, où il y avait des électriciens et des gaziers, le bénéfice d'avoir une agence comme ça près de chez eux? Tout simplement, c'était de la proximité. En cas de problème, il y avait des agents qui étaient sur place, donc ils pouvaient intervenir rapidement sur une fuite de gaz, une coupure de courant, un problème sur le réseau électrique. Et tandis que là, maintenant, comme c'était rattaché sur Reims, après ça a été rattaché sur Reims, donc il fallait quand même faire un temps de trajet. L'abonné était privé plus longtemps. D'accord. Alors, on va juste... Tu as déjà parlé de ton expérience de mai 68 et de ce que vous avez gagné. Est-ce que tu peux expliquer comment s'est déroulée pour toi cette période-là? C'est-à-dire, en gros, chaque jour, comment se partager ton temps? C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, je n'étais pas titulaire, j'étais que stagiaire. Mais enfin bon, comme il y avait beaucoup de monde qui était en grève à cette époque-là, je ne sais pas si les jeunes s'en rappellent, mais enfin bon, donc on faisait des piquets de grève, et en même temps on assurait nos tours d'astreinte, c'est-à-dire que pendant une semaine, 24 heures sur 24, on était de service pour prêter à intervenir s'il y avait un problème. Et bon, ça, à cette époque-là, on a eu beaucoup de liens, d'amitié, tout ça qui se sont faits, même malgré qu'on avait déjà de l'amitié ensemble par rapport à notre condition de travail, mais on a vraiment tissé des bons liens. Est-ce que tu peux expliquer, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables comme aujourd'hui, par quels moyens, quand vous étiez en période d'astreinte, donc ça veut dire vous étiez joignable à n'importe quel moment, de quelle manière on pouvait vous joindre? Soit par radio, ou alors soit il fallait qu'on se déplace à l'agence à Reims pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose. Mais après on a réussi à avoir quand même des téléphones à domicile. On s'est installé des lignes pour qu'on puisse nous joindre 24 heures sur 24. D'accord, donc là c'était l'entreprise EDF GDF qui vous installait des téléphones particuliers pour pouvoir vous joindre? Non, c'était nous qui les avions installés. Mais c'était aux frais quand même de l'entreprise? On avait un dédommagement quand même. D'accord. Et ça c'était à peu près à quelle période? Tu t'en souviens que vous avez eu cette... Non, 68. Ah, c'est en 68 que vous avez réussi à avoir ça? 68, 69, le temps que ça s'est mis en place. D'accord. Est-ce que cette période de mai 68, donc où tu alternais les piquets grève et les périodes d'astreinte, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'était fatigant ou au contraire que c'était enthousiasmant? Non, c'était pas fatigant du tout, au contraire, puisque 68, ça a été la base, c'était pour défendre nos acquis. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, il me semble que je l'ai dit, comme quoi qu'on avait été acquis durement suite aux luttes de nos anciens. Mais bon, on a quand même réussi à maintenir pas mal d'acquis. Ils n'ont pas pu supprimer et on a quand même fait reculer sur une bonne partie le gouvernement. Et est-ce qu'à la même période, vous, les ouvriers qualifiés, peut-être contremaîtres, est-ce que vous aviez des liens avec des étudiants et étudiantes qui ont manifesté aussi à cette période où ça n'était pas possible? Non, pas trop. De temps en temps, il y en a quelques-uns qui venaient nous voir au moment quand on tenait le piquet de gaz, puisqu'on était à côté de Roosevelt. Enfin, on n'avait pas vraiment des liens de... Pourtant, on était jeunes, mais on n'avait pas les mêmes liens, quoi. On se battait déjà pour tout le monde. Et bon, c'était pas des liens francs, quoi. On soutenait les étudiants quand même, puisqu'ils ont manifesté aussi, ils ont bougé beaucoup. Mais bon, on n'avait pas... Est-ce que tu sentais une différence de classe, même entre ces deux groupes-là, même alors que vous aviez comme point commun la jeunesse? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai pas ressenti de différence. Les étudiants, ils défendaient leur point de vue, c'est normal.
Et nous, d'un côté, on défendait notre point de vue au niveau de tout, quoi. Et pour que ça poursuive dans la même continuité et qu'il n'y ait pas de suppression d'avantages et tout. Alors Alain, si tu veux bien, on va passer donc à la troisième thématique de cette causerie. Et donc elle est un peu plus personnelle. La thématique, Alain, elle est, comme je l'ai dit, beaucoup plus personnelle. Et tu as envie de parler du problème de l'alcoolisme qui était à cette époque-là assez présent dans le milieu ouvrier. Alors d'abord, est-ce que tu veux bien nous expliquer, d'après toi, quelles étaient les causes de ce problème d'alcoolisme? Bon, c'était de l'alcoolisme, oui, mais enfin bon, c'était vu les conditions de travail, il fallait voir. Moi, je n'ai pas connu, mais bon, les anciens m'ont raconté. Ils avaient des conditions de travail au niveau des hauts fourneaux, c'est-à-dire qu'on brûlait du charbon pour pouvoir faire du gaz, du gaz de ville qu'on appelait à cette époque-là. Et donc les ouvriers, les collègues, ils travaillaient à côté des hauts fourneaux, quelquefois ils faisaient pas loin de 70-80 degrés. Alors donc ils avaient toujours un petit verre de vin, ils avaient toujours du vin à disposition, il y avait de l'eau, il y avait tout, mais enfin bon, ça les aidait à tenir, vu les conditions de travail, et surtout ça les réconfortait un peu. Ensuite, suite à ça, l'habitude a perduré. Chez les gens, quand on allait faire des interventions, soit les dépannages, soit des branchements ou quelques autres travaux, on avait toujours le petit verre de vin qui était servi par le client. Donc, à l'époque, c'était le petit verre de vin, ce n'était pas la pièce, ce n'était pas obligatoire, mais enfin, c'était toujours le petit verre de vin qui était offert, quelquefois un apéritif et quelquefois un digestif. Et est-ce qu'il y avait aussi, tu me l'avais dit aussi, est-ce qu'il y avait aussi le fait que, comme la quasi-totalité des ouvriers c'était des hommes, est-ce qu'il y avait cette idée que c'était normal pour un homme de boire du vin, quoi, assez régulièrement? Oui, c'était bon. À cette époque-là, déjà, c'était toujours les petits verres de vin, quoi. Ils se rassemblaient dans les bars, c'était le petit verre de vin, disons le petit canon, qu'on appelait vulgairement. Mais c'est vrai que c'était devenu, je dis pas une habitude, mais ça rentrait dans les mœurs, quoi. C'était traditionnel, quoi. Traditionnel. Et personne ne se posait de questions à ce moment-là, sur Ouais, non, si parce ça que pouvait être dangereux ou pas. non, parce que bon, il n'y avait pas des cours comme maintenant sur les dangers de l'alcool et tout ça, quoi. Alors justement, toi, comment tu as pris conscience que, à un moment donné de ta vie, ben, ça pouvait devenir un problème? Comment tu as pris conscience de ça? On va essayer de voir, bon, quelquefois ça nous est arrivé de boire un petit peu plus que d'habitude, disons, pour être gentil. Mais c'est vrai qu'après on s'aperçoit que tous les problèmes qu'on a derrière, et donc il faut arriver à un moment, il faut prendre une décision, dire voilà, il faut arrêter, ou sinon plus tard ça posera de graves problèmes de santé. Et donc un jour j'ai décidé carrément de l'arrêter du jour au lendemain. Et ensuite, bon, je n'ai pas eu trop de problèmes. Comme j'avais déjà vu certaines personnes qui disaient qu'on aurait des gros problèmes. Et en même temps, j'en avais profité quelques temps après pour arrêter le tabac en même temps. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment admirable chez toi, Alain, c'est que justement, tu as pris la décision du jour au lendemain et tu t'y es tenu. Donc j'avais vu avec le médecin du travail, il savait qu'on buvait tous un petit peu. Mais bon, quand je lui ai dit comme quoi que j'avais arrêté de boire, il m'avait demandé si je voulais bien aller dans toutes les agences, rencontrer les collègues, puis parler de l'expérience, quoi. Mais bon, ça ne s'est pas fait, c'est parce que donc c'est un problème de temps, il y a eu trop de problèmes, peut-être des problèmes que la direction n'a pas voulu que l'on le fasse. Mais toi, tu étais prêt à faire ça, à J'étais témoigner prêt, au pour... contraire, pour si ça pouvait aider parce qu'on avait été sensibilisés au niveau du tabac, on nous avait montré des poumons de personnes saines et de personnes atteintes. Donc ça sensibilisait déjà à ce niveau-là, mais de l'alcool, on n'en parlait pas beaucoup à cette époque. Et comment tu expliques que justement toi, tu n'aies pas eu de problème de sevrage quand tu as arrêté brutalement? Comment t'expliques ça? Je sais pas, mais enfin je pense que c'est quand même un problème de volonté surtout. Savoir dire non stop, on arrête. Et jusqu'à aujourd'hui, terminé. Je n'ai jamais rien retouché. Aussi bien tabac qu'alcool. Et tu as eu l'impression, après avoir pris cette décision, que
ben, tu te sentais mieux dans ton corps? Est-ce que tu as Tout eu à cette fait. impression? Tout à fait, on a une meilleure vie après, une vie plus saine, Ouais, surtout. ok. Alors, on va passer donc à la quatrième thématique que je laisse nos spectatrices et spectateurs découvrir à l'écran. Donc Alain, en ce qui concerne les Gilets jaunes, puisque nous nous sommes rencontrés à peu près dans cette mouvance, que représente ce mouvement des Gilets jaunes pour toi? Mais déjà, ça a démarré au niveau de la suppression de la taxe sur l'essence et le gasoil. Et puis ensuite, bon, ben, c'est greffé les revendications que tout le monde voulait qu'ils aboutissent. Bon, la baisse des impôts, les conditions de travail et tout, quoi. Surtout, et en plus, pour la retraite, pour les gens âgés, pour leur retraite, avoir une meilleure vie surtout, une meilleure rémunération. Quand tu es entré dans ce mouvement, est-ce que tu te rappelles quand c'était comment dire, de quelle façon tu es rentré? Et donc nous on s'était rencontrés au mois de juin en 2020, mais moi une paire de fois j'avais déjà été un petit peu avant, j'avais été défilé, mais bon, vu la police, les répressions et les violences qu'il y a eu, qui étaient d'ailleurs pas volontaires de leur part, je ne pense pas, mais qui étaient ordonnées par la hiérarchie et surtout par nos ministres, donc ça freinait quand même pas mal les gens, et je pense que ça m'a freiné un peu quand même. Oui, puisqu'on rappelle que tu as 72 ans et tu te portes bien pour 72 ans, mais bon, c'est quand même pas la même. Tu peux pas courir quoi Tout à fait. comme un gars de 20 ans quoi. Et tu me disais justement que t'avais pas été comment dire tout de suite dans les ronds-points. Tu peux expliquer la différence entre pour toi entre les ronds-points et puis les manifestations dans la rue? Bah, les ronds-points, n'importe comment, ça faisait voir qu'il y avait la présence des gilets jaunes qui étaient là, qui contestaient quoi, tout ça. Mais bon, dans les manifestations, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes manifestations que j'ai connues au niveau de la violence, hein, surtout. Dans le temps, je me rappelle, on faisait des manifestations, c'était, bon, il y avait quelques petites agitations. Mais bon, il y avait un service d'ordre qui encadrait bien les manifestations. Je pense que les gilets jaunes, comment expliquer, ils n'ont pas arrivé à s'organiser comme il le fallait pour avoir un bon encadrement, pour éviter que les intrusions des Black Blocs et autres personnes qui cherchaient à dénigrer le mouvement quoi, Mmh. par des actes de violence. Et est-ce que, autant dans les ronds-points ou dans les manifestations, est-ce que tu as rencontré des gens assez différents de toi? Ou est-ce que tu t'es aperçu que tu parlais plus souvent avec des personnes à peu près de ton même milieu? Est-ce que pour toi c'était le fait de rencontrer des gens différents? Ou est-ce que tu t'es aperçu que en fait, c'était des gens qui avaient vécu à peu près la même expérience de vie que toi? Alors comment on est tous différents. Donc on se rejoignait quand même sur les mêmes bases. Je pense qu'on a rencontré, on a discuté pas mal, on a pu échanger nos points de vue, et la plupart du temps, on arrivait toujours à se rejoindre sur le même avis. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as gardé contact avec des personnes que tu as rencontrées donc, depuis 2019? Ah oui, quand même pas mal. Hein. On se téléphone pas, on se parle pas tout le temps, mais enfin, je dis qu'on se rencontre au niveau des manifestations, bon, ben, on discute, on échange nos idées, et voilà. Est-ce que tu t'es aperçu, est-ce que tu dirais que tu avais plus de facilité à parler dans ces rencontres avec des gens qui étaient plus de ton âge? Ou est-ce que tu pouvais. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui avaient envie de discuter avec toi, par exemple? Non, les personnes de mon âge, ça pose pas de problème, même les plus jeunes, n'importe comment, ils sont là, ils savent pourquoi. Je pense s'ils sont là, ils savent pour quelle raison ils sont dans la rue. Je pense pas qu'il y a besoin de leur expliquer beaucoup de choses. Mhm. Alors, d'après toi, quel a été le point fort ou des points forts du mouvement des Gilets jaunes et donc les points faibles? Donc, le point faible, tu as dit déjà, c'est. Il y a eu une certaine difficulté à faire un encadrement solide, mais est-ce que tu vois d'autres points forts et d'autres points faibles? Ah, les points forts, c'est bon qu'ils ont quand même obtenu quelque chose quand même. On n'a pas obtenu tout ce qu'ils demandaient, mais enfin, ils ont réussi quand même à faire reculer un peu. Et l'autre petit point, je pense qu'ils auraient peut-être dû, c'est essayer de se rapprocher
des syndicats qui avaient quand même l'habitude des manifestations, je pense que ça aurait aidé pas mal et ça aurait peut-être fait aboutir plus de choses. Alors, en parlant des syndicats, est-ce que tu n'as pas quand même l'impression que les syndicats dans leur ensemble, comment dire, n'ont pas été très positifs au début avec les Gilets jaunes, parce que ça n'était pas non plus dans leur habitude. Est-ce que tu n'as pas cette impression Non, de je la pense réaction des plutôt syndicats? que les syndicats ont cherché pas à tendre la main, mais enfin à aider surtout. Au niveau des organisations, tout ça, en fin de compte, ils ont un petit peu tendu la main. Mais je pense que, bon, Gilets jaunes, ils étaient un peu indépendants. C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est peut-être ce qui a fait leur tort. Parce qu'il y aura peut-être eu des manifestations plus importantes et peut-être aussi des meilleurs aboutissements. D'accord. Alors, à part les syndicats, que penses-tu justement de la réaction de deux autres groupes? D'une part, les médias qui ont couvert le mouvement et d'autre part, la police. Bah déjà, les médias, n'importe comment, ils ont bien semé la zizanie. Ils ont bien fait opposer les syndicats et les gilets jaunes. Ils interrogeaient les personnes qui étaient vraiment malsaines pour éviter pour faire discréditer le mouvement. Au niveau des forces de l'ordre, on va appeler ça les forces de l'ordre parce que je n'aime pas appeler ça les policiers. C'est plutôt les forces de l'ordre, elles sont là pour ça. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de violence avec eux. Ils ne respectaient pas les gens, ils ne respectaient pas les femmes, ils ne respectaient personne pratiquement. Ils avaient des ordres, certes, mais enfin on peut aller au-dessus des ordres. Est-ce que dans ton expérience, il y a des choses que tu as vues, de tes yeux vues, ou bien qui t'ont été rapportées par des personnes très proches de toi, concernant Alors, la violence de certains on m'a policiers? rapporté depuis. Enfin, j'ai vu un petit jeune qui avait 17 ans, après faire une manifestation qu'il a pris sur Reims, qu'il a fait. Il a pris un tir de flashball dans la bouche, quoi. Alors, Ça, tu bon, l'as ça. vu avec tes yeux. Je suis arrivé après. Le jeune était par terre. Mais bon, on a vu, il avait vraiment la mâchoire complètement abîmée, quoi. Alors, on va passer donc, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble. Est-ce que tu penses par exemple que ça peut ressortir aujourd'hui, enfin cette année Je pense que 2021? ça devrait pouvoir sortir. Il faudra une meilleure organisation, il faudra vraiment mettre quelqu'un qui supervise bien tout ça. Pour toi, c'est vraiment la question de l'encadrement qui est primordiale, quoi. Oui, parce que bon, les groupes, enfin, comment je pourrais expliquer ça dans des paroles simples. Bon, ça se divise un petit peu, quoi. Mais je pense que si tout le monde se regroupait bien, on arriverait à quelque chose de super. D'accord. Alors, on va passer donc à la cinquième et dernière thématique de cette causerie. Donc Alain, comment as-tu pris conscience que cette pseudo-épidémie mondiale pouvait être une escroquerie? Ouais, tout simplement, quand ça a commencé, on nous a dit qu'il y avait un virus en Chine, que une ministre nous a dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il ne passerait pas la frontière. J'ai senti ça comme le problème qu'il y a eu avec Tchernobyl, le nuage, quoi. Pour moi, ça m'a donné. La première réaction, ça a été ça, quoi. Ces virus-là n'ont pas de frontières. Donc c'est vraiment ça qui t'a choqué, la toute première chose qui t'a choqué. Tout à fait, oui, parce que bon, le gouvernement n'a pas pris la mesure des choses que ça pouvait représenter, quoi. Et après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont alerté? Bah, on va pas polémiquer encore là-dessus, sur les masques. C'est utile, c'est plus utile, on ne sait pas les mettre. Bon, vraiment, quand on a vu ça, bon, bah, on s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Et à propos donc, des traitements qui ont été proposés très tôt, et notamment l'hydroxychloroquine, azithromycine, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué dans la façon dont le gouvernement a réagi? Bah, l'avortement, à partir du moment que c'était un médicament qui ne coûtait pas très cher, je ne sais pas si on peut appeler ça un médicament, Ah si, c'est un c'est un médicament. médicament. Donc, pour moi, bon, bah, j'ai compris qu'il y avait des grands groupes derrière, tels que, comment, Pharma, Biopharma, je sais pas comment,
Big Pharma, oui. Big Enfin, c'est Pharma, l'ensemble de et l'industrie. tous les gros groupes de pharmacie. Donc ils voulaient absolument avoir pour leur profit, quoi. C'était leur profit qui était menacé. Est-ce que d'après toi, depuis un an, donc le gouvernement dit que cette épidémie n'est pas finie, est-ce que d'après toi, le gouvernement il est plutôt incompétent ou il est plutôt malfaisant? Je dirais qu'il est pratiquement dans les deux. Premièrement, il n'est pas à la hauteur. Il ne sait pas prendre les bonnes décisions, il ne sait rien faire, quoi. Et puis il y a surtout, malheureusement, un roi qui est à la tête de tout ça. Je ne dis pas son nom, on sait que c'est Macron. Donc j'estime qu'il n'a plus rien à faire dans cette République-là, et je pense que le mieux, ce serait qu'il parte carrément. Mais pour toi, c'est un mélange de ne pas être à la hauteur, donc d'incompétence, mais est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment une volonté criminelle derrière ou tu te dis pas ça? On peut dire qu'il y a une volonté criminelle, puisque bon, quand on voit le problème qu'il y a eu avec tous les EHPAD, que comme quoi, soi-disant qu'on faisait pratiquement un tri pour savoir si parce que cette personne-là avait tel âge, s'il fallait l'envoyer en hospitalisation ou malheureusement la laisser partir dans son EHPAD. Alors là, c'est criminel. On n'a pas le droit en tant qu'être humain de faire un choix de laisser vivre ou de laisser mourir une personne. Bon. C'est ça qui t'a choqué le plus, justement, vu que c'était quand même, c'est ta classe d'âge, quoi. C'est ça qui t'a choqué le plus, le traitement des personnes âgées. Ah oui, oui, oui. Puis bon, maintenant on les prend pour des cobayes, quoi. On les a vaccinés en premier, vaccinés. Oui, parce que c'est Si pas un vaccin. c'était un bien grand mot. Bon, on les a traités en premier, quoi, sans être méchants. Et est-ce que tu as entendu parler du décret Rivotril, du Un médicament petit peu, Rivotril? on en a parlé, oui, c'était un petit peu pour les achever, quoi, sans vouloir faire de polémique, mais bon, c'était pas vraiment recommandé pour l'état des patients. Est-ce que autour de toi, tu as entendu des personnes de ton âge ou un tout petit peu moins, enfin disons, on va dire retraitées, est-ce que autour de toi, tu as discuté avec des personnes retraitées ou est-ce que tu sens que les gens n'ont pas envie de parler de ce sujet? Non, je pense que les gens, je dis pas blasés, mais ils sont manipulés, ils sont conditionnés pour que tout ce que le gouvernement dit, ils le croient, quoi. Par les médias qui les aident, qui aident le gouvernement surtout à faire passer des faux messages, à faire mettre la peur au ventre aux gens à cause de ça. On fait peur au monde parce que voilà, c'est dangereux, soi-disant. Il y a quand même eu d'autres virus qui sont développés. Je pense que on n'a pas fait un plat comme ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin bon. Oui, oui. Et comment toi justement, puisque toi justement tu n'as pas peur, comment tu expliques que toi tu n'as pas peur? C'est-à-dire, de quelle façon tu t'informes euh, pour ne pas avoir peur? Bah, tout simplement que, bah, comme j'ai expliqué là, il y a d'autres virus qui ont apparu, qui sont apparus, qui existent toujours. Bon, il faut savoir, je dis pas vivre avec, mais il faut savoir dire, bon ben voilà, il est là, on risque quelque chose, mais si on ne pense qu'à ça, on ne vivra plus jamais. Hein. Et est-ce que tu dirais que euh, les gens devraient avoir plus conscience déjà de soigner leur santé pour ne pas justement de risquer de tomber malade? Comment d'après toi il faudrait prendre soin de sa santé? Surtout quand on commence à prendre en âge, tu vois, 50, 60, 70 ans. D'après toi, comment il faut prendre soin de sa santé? Mais tout simplement dans le temps, on n'avait pas tous les antibiotiques. Pour un an, on nous donnait des antibiotiques, on nous prescrivait des antibiotiques. Bon, les gestes barrières, il n'y en avait pas, pratiquement. Et en plus, bon, on n'avait pas à se nettoyer tous les 5 minutes les mains. Le corps produisait beaucoup d'anticorps, d'antivirus et tout ça. Donc je pense que maintenant on est devenu un petit peu sensible à tout ça. Et toi, par exemple, dans ta vie quotidienne, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour rester en bonne santé? Comme toutes les personnes normales, hein. J'essaie de respecter des repas assez réguliers, propres. Mais bon, j'ai toujours vécu comme ça. Dans le temps, on travaillait, on
travaillait en tranchée, ou n'importe quoi, quand c'était l'heure du casse-croûte, on n'avait pas toujours de l'eau pour se laver les mains, on mangeait comme ça, les mains, avec, on touchait le pain, on touchait tout, bon, on résistait, et maintenant, pour un oui, pour un non, ça y est, on tombe malade. Donc tu penses qu'à ton époque, la résistance était beaucoup plus haute, la résistance Oui. naturelle du corps. Ah oui, oui, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple tu sors souvent prendre l'air? Est-ce que tu fais un peu de marche, d'exercice physique? Voilà, est-ce que tu penses à ça pour rester en bonne santé aujourd'hui? Non, bon, je bouge quand il faut bouger, mais bon, je vais pas spécialement faire de la course à pied, bon, vu mon âge, c'est plus ça, il y en a qui le font encore, mais moi, plus beaucoup. Mais sinon, bah, je prends, j'ai toujours la même condition de vie, hein, je ne change pas mes habitudes. D'accord. Alors, on savait déjà, toi et moi, que quand Macron est arrivé au pouvoir, ça allait être dur pour la République. Mais qu'est-ce qui te fait penser aujourd'hui, donc on est en février 2021, qu'est-ce qui te fait penser aujourd'hui que nous vivons dans une dictature? Bah, tout simplement, il y en a qui, exemple, je l'ai dit tout à l'heure, il y a que le roi qui prend les décisions, n'importe comment il s'occupe de personne, c'est lui qui prend, qui dit voilà, ses ministres sont ses vassaux, nous revenons donc pratiquement pour moi en royauté. Donc alors, ça ne sert à rien que lui, il reste au pouvoir. C'est dommage qu'on ne peut pas destituer cette personne comme on le faisait avant. Et Je vais être méchant, mais moi je le passerai à l'échafaud. avant de passer à l'échafaud, faut un procès quand même. Hein. il, faut, il faut le mettre en procès. Et sinon, pour le fait que... Qu'est-ce qui caractérise, d'après toi, une dictature? Il y a le fait, évidemment, qu'il y a une personne qui dirige tout. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont choqué depuis, des choses qui ont disparu, des mesures qui ont été prises, qui t'ont choqué véritablement depuis un an? Ah, tout simplement, les restrictions de liberté, on n'a plus le droit de bouger, on a des couvre-feux à 18 h, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus aller dans la rue, tout de suite, ça y est. Et puis, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais depuis que c'est l'état d'urgence maintenant, on se demande exactement s'il ne va pas continuer en permanence, comme ça, ils auront tous les droits, ils pourront passer les décrets, les ordonnances, ils feront ce qu'ils voudront, il n'y a aucun contrôle, rien du tout. On a un conseil d'État pratiquement qui sert à rien, qui est pratiquement, je ne dirais pas à la botte, mais presque à la botte du prince. Et en plus, on a un conseil scientifique, c'est pareil, il donne son avis, on n'en tient pas compte, que nenni. Enfin, si, Macron tient compte du conseil scientifique, ça oui. Je ne sais pas. Si, quand le conseil scientifique il conseille le confinement, Macron il en tient compte. Quoique je ne sais pas, parce que d'après ce que j'ai compris, là, dernièrement, il est contre le confinement national. Alors que, à mon avis, il est contre le conseil scientifique. Hein. Alors, est-ce que tu parles d'une lettre qui a été écrite par 5 membres du conseil scientifique à un grand journal scientifique qui s'appelle Le Lancet? Est-ce que c'est ça dont tu parles ou tu pensais à autre chose? Un petit peu de ça, mais enfin bon, j'ai pas bien suivi cette lettre, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je pense qu'il y a surtout ça aussi. Mais ça rejoint quand même une question que je t'ai posée tout à l'heure. Aujourd'hui, enfin, on va dire depuis un an et encore aujourd'hui, tu m'as dit que tu ne regardais pas très très souvent la télé, mais où tu trouves tes informations pour te permettre justement de voir que la réalité elle est différente de celle qui est propagée par la télé? Bah, j'essaie de m'informer à droite à gauche, comme tout le monde, quoi. Alors des manifestations, bon, ouais, je me renseigne un petit peu, bon. J'arrive de temps en temps, je bricole un petit peu sur Internet, je suis pas un très grand fan de ça, mais bon, j'arrive à avoir des informations de, comme ça pour savoir, pour me faire vraiment une idée, et puis bon, n'importe comment, une certaine expérience, on sait exactement comment ça se passe, quoi. Tu veux dire une certaine expérience du pouvoir, des méthodes qu'emploient les gens qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Un petit peu, mais enfin, c'est surtout l'expérience au niveau des mouvements que j'ai pu faire. On sait très bien comment ça se passe. Tu peux expliquer un peu plus ça Comment je pourrais expliquer ça? Bon, j'ai quand même une certaine... bon, je ne peux pas... Mais j'ai quand même il y a une certaine expérience quand même vis-à-vis des mouvements syndicaux, tout ça. On sait comment ça se passe. Et donc, on sait très bien qu'ils n'en ont rien à faire de notre vie, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Si j'ai bien compris, tu veux dire que
tu veux dire que tu sais par expérience que les gens qui sont au pouvoir ne tiennent aucun compte de la vie des gens qui souffrent de leurs mesures. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et donc, d'après toi, et ça sera ma dernière question, enfin mon avant-dernière question, d'après toi, comment aujourd'hui, en février, fin février 2021, comment est-ce qu'on peut espérer en France recouvrer nos libertés? Ça, c'est une grande question. Mais bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quand même quelque chose de fort, qu'on leur fasse voir on n'est plus d'accord, qu'on en a marre de l'oppression, de la restriction des libertés, ce qui va durer de plus en plus. Et puis, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se mette d'accord et faire voir. Il faut qu'on descende dans la rue, il faut qu'on soit des milliers et des milliers de personnes à descendre pour leur faire voir quand même que on en a marre de tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en tant que personne qui est âgée donc de 72 ans, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, donc à la fois aux enfants, aux adolescents, aux jeunes de plus de 18 ans, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui pour qu'ils et elles descendent dans la rue? Voilà. Si tu t'adressais à ces jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut qu'ils se battent, faut pas qu'ils se laissent faire, parce que s'ils se laissent faire, c'est fini. Ils n'arriveront plus à rien à voir. Tout va être supprimé, ils n'auront plus. Et tout ce qui est supprimé maintenant, ça sera très 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 dur à reconquérir. Faut pas qu'ils oublient ça. On attaque de plus en plus le droit du travail. Ils veulent nous faire encore la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. C'est sous le coude. Alors si les jeunes ne se défendent pas, ne descendent pas, n'importe comment, c'est fini pour eux. Donc toi, c'est le fait comme tu as dit, de se rencontrer, de discuter et de descendre ensemble dans la rue. Tout à fait, oui. Ok. Alors, j'ai donc deux questions qui sont pas prévues. Qu'est-ce que tu penses du fait que depuis 6 mois, dans l'éducation nationale, les enfants, on leur impose le masque à l'école? À quoi ça sert le masque? Parce que n'importe comment, un jour il faut le mettre. Maintenant, on diminue les restrictions, comment ils appellent ça? Ils ont tellement l'habitude de nous faire des mots scientifiques. Avant, il y avait un protocole. Maintenant, ils diminuent la forme du protocole. À quoi ça sert, les enfants, n'importe comment? Il faut soi-disant aérer les classes. Ils aèrent les classes, les enfants, ils attrapent le rhume, ils attrapent des grippes, des trucs comme ça. Les masques, n'importe comment, moi, à mon avis, c'est très mauvais au niveau de l'oxygénation des poumons. Il faut quand même que le corps ait de l'oxygène lorsqu'on est enfant pour pouvoir avoir un développement sain. Et autour de toi, est-ce que tu as eu des retours d'enfants qui souffrent de plusieurs problèmes à cause du masque imposé à l'école? Est-ce qu'autour de toi, tu as eu des retours d'expérience? Moi, personnellement, non. Bon, j'ai entendu des personnes que vous avez des problèmes. Enfin, les enfants, bon, ben, ça les gênait énormément. Ils sont muselés. Au niveau de l'expression corporelle, au niveau du langage, tout ça, les enseignants et les enfants ont énormément de mal à comprendre, parce qu'en même temps que l'on parle, on arrive à lire sur les lèvres. Donc les enfants, tout ça, n'a pas de problème. C'est très très gênant pour eux, quoi. Alors Alain, on arrive à la fin de notre causerie, donc je vais te poser vraiment une dernière question. Le fait de réaliser cet entretien entre toi et moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, personnellement, ça m'a fait du bien, mais j'espère que ça fera du bien surtout aux jeunes et tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'ils vont réagir, et dans le bon sens surtout. Ok. Donc ça serait le dernier mot que tu dirais à ces jeunes, ça serait... Allez-y. Go, foncez. Ouais. Et ben Alain, je te remercie beaucoup de ton hospitalité et je te remercie d'avoir pris du temps pour formuler ta pensée, pour réfléchir aux questions et aux thématiques qu'on voulait aborder ensemble. Au revoir. On va bientôt sur les ronds-points.